Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons la page 236, on l'avait déjà vue la dernière fois, mais je ne vous l'avais pas donnée. Donc nous arrivons à une lettre du cardinal Delay au cardinal Ferrari du 30 janvier 1909. Dans sa réponse, il apparaît qu'à Rome, on ne voyait pas les choses d'un œil si optimiste que celui du cardinal Ferrari. Le cardinal Delay lui répond qu'il a rapporté au Saint-Père ce qu'il a exposé en ce qui concerne les soins mis en œuvre pour la répression des doctrines modernistes subversives. Le pape dit être heureux de noter tout ce qui a été fait par le cardinal Ferrari ainsi que par la commission de surveillance dans ce but, et comment l'action exposée a pour le moins arrêté d'une certaine façon la diffusion de cette pensée. Et il formule des vœux pour que ce mal disparaisse au fur et à mesure et au plus tôt. C'est l'essentiel de cette lettre. Ensuite, une lettre très intéressante de Saint Pie X au cardinal Ferrari du 27 février 1910. Vous vous souvenez de la dernière fois, la lettre du cardinal Ferrari, une lettre qui minimisait beaucoup les choses. Donc ici, la lettre de Saint Pie X permet de noter les divers points de vue de Pie X et du cardinal Ferrari, toujours au sujet de la presse catholique. Le cardinal Ferrari suit la même ligne de conduite que le cardinal Maffy. Et il n'approuve pas l'attitude de la presse intransigeante. Pie X, au contraire, reproche à cette presse intransigeante ses défauts, mais il veut la soutenir. Il veut la soutenir parce que, on l'avait déjà vu cela, mais il est bon d'insister, il veut soutenir cette presse parce qu'elle est une défense efficace de la vérité et elle ne cède pas devant les adversaires, même si elle a des défauts. Mais apparaît ici un autre élément qui reviendra souvent par la suite. L'Unità Cattolica, pour autant qu'on puisse le déduire du contexte, avait fait des critiques concernant les publications qui avaient vu le jour à Milan. Le cardinal Ferrari, et voici le point qui se répétera par la suite, le cardinal Ferrari prenait la chose comme une attaque personnelle. Et le Saint-Père lui dit, avec justesse, qu'il sort de la question. Et il donne un argument ad hominem plus que jamais pressant. Que devrait faire le pape, écrit Saint Pie X, lorsqu'il voit que les livres publiés avec l'imprimature du maître du Sacré Palais sont ensuite mis à l'index? Le pape, dit Pie X, remercie les censeurs qui l'aident à connaître le mal qu'il n'a pas remarqué. Et il finit sur un éloge du cardinal Ferrari, ce qu'il répète ensuite plusieurs fois jusqu'à la fin. Voici sa lettre. « Je suis d'accord avec votre éminence pour déplorer les discordes qui surgissent entre catholiques. Mais je ne peux pas excuser ceux qui les provoquent par des publications, que ce soit même de bonne foi, dans lesquelles manque l'exactitude et surtout la rigueur contre les erreurs courantes.
Je connais les défauts de l'Unità Cattolica et je n'ai pas manqué de les rappeler au devoir. Cependant, sans être l'organe du Saint-Siège, ce journal soutient efficacement la vérité et le bon droit. Et c'est presque le seul qui ne cède pas devant les adversaires, parmi les journaux sans vigueur et craintifs, qui même ces derniers jours n'ont pas trouvé un mot pour déplorer les démonstrations bruniennes, c'est-à-dire ici il s'agit de la doctrine de Giordano Bruno, 1548-1600, qui était un hérétique italien condamné par Rome et auquel se réfèrent fréquemment les anticléricaux. Donc, même ces derniers jours, ces journaux de nos adversaires n'ont même pas trouvé un mot pour déplorer les démonstrations bruniennes, imprudentes, et les obscénités dites au Parlement contre les chanoines, le Saint-Siège et le pape. Ça, c'est Saint-Pidis qui dit cela. Le pape en revient à la lettre du cardinal Ferrari. Comment, dit-il, écrit-il, comment peut-on condamner la critique de l'Unità Cattolica si dans l'écrit qu'elle a examiné, un véritable amour de la religion et de l'Église est attribué à ceux qui ont résumé dans leurs écrits toutes les erreurs du modernisme, qui ont feint une soumission extérieure pour rester dans la bergerie et propager plus sûrement les erreurs, et qui continuent le travail néfaste avec des lectures, avec des congrès secrets, et qui d'un seul mot trahissent l'Église, en faisant semblant d'être ses amis. Or, mis à part tout le reste, et les réponses peu exactes et moins convaincantes données aux assertions de ces rédacteurs, qui ne voit la triste impression et le scandale qu'apporte aux âmes le fait de considérer comme catholiques ces misérables que par ordre de l'apôtre Saint Jean, nous devrions refuser de saluer. Et les mots sont forts, hein. Je m'étonne ensuite que votre éminence considère les observations de l'Unità Cattolica comme un affront dirigé contre vous, comme si vous étiez moins avisé et moins dévot envers le Saint-Siège. Que devrait dire le pape en ce cas, lorsqu'il lit les très saintes critiques contre Il Corriere d'Italia, l'Osservatore Romano, et contre le maître du Sacré Palais qui donne l'imprimature à des livres qui ensuite sont condamnés par l'index. Le pape remercie les censeurs qui l'aident à connaître le mal qu'il n'a pas remarqué. Donc c'est une lettre assez forte, hein, de Saint-Pidis. Ensuite, le cardinal Ferrari notifie au cardinal Delay que le père Fontana, du diocèse de Milan, a refusé le serment antimoderniste. Et le cardinal Delay lui répond. Donc ces deux lettres sont du 14 décembre et du 21 décembre 1910. Donc le 1er septembre 1910, Pidis, par le motu proprio Sacrorum Antistitum, avait prescrit que tous les prêtres ayant charge d'âme, tous les professeurs, avant de commencer leur enseignement, les clercs avant d'arriver au sous-diaconat, devaient prêter le serment antimoderniste. Ce que nous faisons toujours. Le cardinal Ferrari, dans sa lettre citée, notifie que sur les 2300 prêtres environ de l'archidiocèse, beaucoup ont déjà prêté serment, et souvent de façon solennelle. Les autres le prêteront avant la fin du mois. Il y a eu un seul cas douloureux, un jeune prêtre, le père Luigi Fontana, qui s'y est refusé et qui a donc abandonné la soutane, prétextant qu'il ne voulait pas sacrifier sa liberté. Le cardinal Delay répond au cardinal Ferrari, malheureusement, les lieux où il avait été instruit
explique pourquoi il en est arrivé à ce triste pas. En effet, pendant qu'il suivait les cours de licence en philosophie à Rome, il était resté auprès des missionnaires du Sacré-Cœur où se trouvait le père Genocci. Souvent, écrit le cardinal Ferrari, il s'y trouva avec Murri. Et je crois que c'est à cette époque qu'il a commencé à se pervertir. Donc le cas Fontana est intéressant parce qu'il va être la cause de la controverse suscitée par l'Ariscosa et de la violente réplique du cardinal Ferrari. Voilà l'entrefilé de l'Ariscosa, des frères Scoton, sur le modernisme dans le séminaire de Milan, du 17 décembre 1910. Cet entrefilé a fait beaucoup de bruit à Milan et a déclenché une controverse. Il avait paru dans la rubrique « Journaux et journalistes » et l'occasion en fut donnée par la nouvelle publiée dans l'Unione au sujet du refus du serment antimoderniste par le père Fontana. Les frères Scoton, qui étaient très bien renseignés, qui avaient beaucoup de renseignements sur le modernisme à Milan, saisirent l'occasion pour jeter l'alarme. Fontana était prêtre depuis seulement 1 an. Le modernisme n'est pas une infection aiguë qui peut éclater d'un moment à l'autre. C'est une maladie à incubation longue. Donc Fontana, argumentait l'Ariscosa, était déjà moderniste avant son ordination. Il en était effectivement ainsi. Il était donc moderniste quand il était au séminaire. Et comment se fait-il que personne ne s'en aperçut? D'où la conclusion qui va blesser. Il faudrait en conclure que dans le séminaire, il y a une pépinière de modernisme. C'est l'accusation de l'Ariscosa. Alors attention, il faut ici noter certaines circonstances à propos de cet entrefilé de l'Ariscosa, avant de conclure tout de suite que cet entrefilé était imprudent et inopportun. D'abord, avant tout, l'Ariscosa conclut dans une forme dubitative. Il faudrait conclure. Il ne dit pas il faut conclure. Il faudrait conclure. Et ensuite, à Milan, au contraire, cette conclusion fut prise comme une accusation formelle, péremptoire. Il faut. L'Ariscosa dit ensuite qu'une pépinière de modernisme serait dans le séminaire. Et non pas que le séminaire serait une pépinière de modernisme. Parce que ça, on va le répéter à Milan. Les modernistes vont dire, voilà, l'Ariscosa a dit que le séminaire était une pépinière de modernisme. Alors que l'Ariscosa dit qu'une pépinière de modernisme serait dans le séminaire. C'est très différent. En considérant bien la chose, ce n'est pas ici une question de subtilité, mais plutôt de substance. C'est une chose de dire que dans le séminaire, il y a des germes ou une pépinière de modernisme, et c'est une autre chose de dire que le séminaire en tant que tel est une pépinière de modernisme. Donc il ne faut pas tordre les termes. Cela pour dire que dans l'ardeur de la polémique, a manqué cette juste sérénité dans l'évaluation des termes de la part du cardinal Ferrari et des autres. Donc voilà le texte. L'Unione, en 4e page et en caractère microscopique, rapporte, d'après des journaux, peut-être d'Amérique,
qu'à Milan, le cardinal archevêque a suspendu ad divinis le prêtre Luigi Fontana, qui s'est refusé à prêter le serment antimoderniste. Oh, à Milan, le modernisme n'a pas sa place, dit l'Unionnais. Alors que cette nouvelle nous donne des frissons à cause des circonstances. Fontana a été ordonné prêtre en 1909, donc depuis un an à peine, mais, on revient un petit peu, j'en ai déjà un petit peu parlé, le modernisme n'est pas une maladie aiguë qui s'attrape et se manifeste à un moment donné. C'est une maladie chronique qui commence par ce maudit « moi », qui se nourrit et se manifeste peu à peu. Comment s'attrape le mal? D'un professeur peut-être, peut-être des confrères, peut-être des livres qui pénètrent à l'intérieur. De disciples, ne devient-on pas peut-être maître pour d'autres? De toute façon, il faudrait conclure que dans le séminaire, il y a une pépinière de modernisme. Et les condisciples, les professeurs, les supérieurs ne s'en sont pas aperçus. Mystère. Voilà l'entrefilet de l'Ariscosa. Et encore une fois, les frères Scoton sont très bien renseignés. Alors, les réactions vont être nombreuses. Réactions à Milan contre ces insinuations de l'Ariscosa. C'est vrai que le ton de l'Ariscosa est assez mordant. Et la lettre du cardinal Ferrari au cardinal Delay. Le cas du jeune prêtre Fontana, qui avait refusé donc de prêter le serment antimoderniste et qui avait abandonné la soutane, est passé dans les journaux et donc a eu un certain écho. L'Ariscosa utilisa donc cette occasion pour publier cet entrefilet qu'on vient de lire concernant le séminaire de Milan, et ce fut là donc l'étincelle qui mit le feu aux poudres et qui devint rapidement un incendie. L'épisode, en soi accidentel, fut l'occasion et le prétexte qui va donner libre cours à de beaucoup plus vastes ressentiments, avec un très large écho dans la presse italienne et étrangère. Quelle fut donc la conduite de Pie X dans les quelques interventions qu'il fit à ce sujet? Pour cela, les documents existent dans les archives de la consistoriale. D'abord, quels sont les faits? Le 12 décembre 1909, les séminaristes théologiens, candidats aux ordinations de 1911, écrivent une lettre au cardinal Ferrari pour le consoler de la douleur qu'il avait éprouvée de la prévarication de Fontana. Le 17 paraît l'entrefilet piquant de l'Ariscosa. Et le 19, les supérieurs et les enseignants du séminaire écrivent au cardinal Ferrari. Nous avons encore l'esprit troublé par le cas Fontana, disent-ils. Or, voici un journal, l'Ariscosa de Brégance, qui ajoute douleur sur douleur, tourment sur tourment. Dans son numéro de dimanche dernier, après avoir rapporté le fait, il se permet des insinuations pénibles pour conclure que dans le séminaire, il doit y avoir une pépinière de modernisme et que c'est un mystère que personne, ni ses condisciples, ni ses professeurs, ni ses supérieurs, ne s'en soit aperçu. Ah, Éminence, c'est trop. Et peu après, certes, un article de journal n'est pas un document, mais s'agissant d'un journal catholique, exige-t-on trop si l'on demande la justice et la charité? Et la honte que cela jette sur ce diocèse, qui peut la laver
auprès des personnes proches ou éloignées. Et à cette lettre suivent 15 signatures, dont celle du père Achille Ratti. Le cardinal Ferrari répond à cette lettre le 19 avril et à celle des professeurs le 24 décembre. Dans une lettre pastorale du 28 décembre 1910, le cardinal Ferrari, après avoir rappelé le triste cas du père Fontana, aborde la question de la riscosa et il écrit la lettre suivante. Une lettre, vous allez voir, que je trouve bien exagérée pour ce petit entrefilet de la riscosa. Malheureusement, un accroissement de douleur ne m'a pas été épargné. Dieu sait combien je regrette de faire allusion à ce sujet, mais le devoir me l'impose. S'il s'agissait seulement de mon humble personne, je me tairais. Je vais en dire mon œil. Mais s'agissant de l'honneur, de tout ce qu'il peut y avoir dans un diocèse de plus cher au cœur d'un évêque, je ne peux pas, je ne dois pas me taire. Un journal catholique, pas un quotidien, en rapportant la nouvelle de la prévarication du malheureux prêtre, en même temps que diverses insinuations, que je m'abstiens de qualifier, termine par ces mots. De toute façon, il faudrait en conclure que dans le séminaire, il y a une pépinière de modernisme. Et les condisciples, les professeurs, les supérieurs ne s'en aperçurent pas, mystère. Je ne sais pas si l'on peut porter une accusation plus atroce que celle-ci. N'exagérons pas, quand même. Je ne sais pas si l'on peut porter une accusation plus atroce que celle-ci contre un séminaire. Que diront les lecteurs de ce journal sur le séminaire de Milan, sur ses supérieurs et ses professeurs, sur l'archevêque? Pour affirmer que dans un séminaire il y a une pépinière de modernisme, synthèse de toutes les hérésies, il est nécessaire d'affirmer que les professeurs, les supérieurs et l'évêque même, ou bien sont si négligents qu'ils ne s'en sont pas aperçus et pendant longtemps, ou bien qu'ils sont restés indifférents, ou pire encore, qu'ils sont complices de ce pullulement du modernisme. Ça, c'est bien vu, mais il faudrait y répondre à ces trois questions. En dehors de ces trois hypothèses, il serait absurde de parler de pépinière du modernisme dans un séminaire. Mais justement, c'est là où il n'est pas logique du tout, parce qu'il pourrait s'interroger au moins sur les trois hypothèses. Il les exclut tout de suite. Or, qui ne voit quel affront, quel déshonneur en découle pour un institut si vénérable, dont le plus glorieux mérite fut toujours celui d'un attachement ferme envers le Saint-Siège et de la plus parfaite et incommensurable adhésion au désir du vicaire du Christ. Là, il semble oublier, là, le cardinal Ferrari, la méthode des modernistes, qui est quand même de se cacher, hein, de faire tout par derrière. Mais supposons qu'une accusation aussi grave ne soit pas calomnieuse. Incombait-il vraiment à un journal catholique de la divulguer? Dans quel but? Était-ce vraiment nécessaire pour la défense des principes catholiques? Et même, n'a-t-on pas offensé de cette façon la justice et la charité? Un séminaire pépinière de modernisme serait toujours un très mauvais exemple qui, répandu par la presse, devient diffamation et scandale. On dira que l'on ne veut pas diffamer, mais seulement dénoncer un fait en vue de mesures opportunes. Qu'on dénonce donc, avec les précautions d'usage, à qui peut et qui doit pourvoir, mais je laisse aux autres le soin de juger s'il convient de jeter sur la place publique la dénonciation. Et puis, poursuit-il, pourquoi déduire du fait de la démission d'un seul individu des conséquences si déshonorantes pour tout un institut?
Donc il passe totalement à côté de la question, là. Ce qui semble le plus important, c'est la réputation du séminaire, c'est tout. C'est pas de savoir si vraiment il y a eu quelque chose. On comprend pourquoi les supérieurs et professeurs du séminaire, indignés à juste titre, ont protesté par une lettre qui m'est adressée contre l'énorme accusation dont ils se sentent frappés personnellement. Ce qui est faux, puisqu'il n'a pas été question des professeurs personnellement. En plus du déshonneur, c'est le point sur lequel il insiste, il fallait aussi apporter réparation à un scandale dont, évidemment, par notre silence, nous aurions été coupables. Non, grâce à Dieu, je peux le dire en toute certitude, des traces de modernisme dans ce séminaire, aussi bien dans la direction que dans l'enseignement, nous n'en avons jamais décelé. De même que dans l'orientation de la discipline et des études, il n'y eut jamais rien qui soit moins conforme aux sages directions du Saint-Siège. Alors, ces dernières affirmations, surtout celle de dire des traces de modernisme dans ce séminaire, si catégoriques, eh bien, elles pouvaient donner à l'Aris Cosa l'occasion de mettre en avant ces affirmations, qui pouvaient pour le moins mettre en doute cette exclusivité absolue. Qu'ensuite, les positions opposées des modernistes et des intégraux aient trouvé aussi un écho dans le séminaire, c'est ce qui se révèle de plusieurs façons. Il y a par exemple un épisode dans cette même année, 1910, qui est malheureusement ordinaire, mais significatif, tout en restant un épisode, qui n'admet pas de généralisation. C'est un cas. Un curé écrivait qu'en août 1910, certains séminaristes milanais, en villégiature à Porlezza, furent un jour les hôtes, pour le déjeuner, du curé de Pavie, Valfolda, qui était connu comme un intransigeant. Et ils tapissèrent son cabinet de feuilles qui n'étaient pas propres, de l'Unità Cattolica, auquel il était abonné, évidemment. Et nous savons aussi que dans le séminaire, on alluma une fois un feu avec tous les journaux contraires à l'Unionnais. Bon, ce sont des faits, il ne faut pas généraliser, mais qu'on ne dise pas que des traces de modernisme, il n'y en avait pas. C'est un état d'esprit qui existait. De toute façon, le cardinal Ferrari, après avoir publié sa protestation contre l'Aris Cosa dans sa lettre pastorale, écrit aussi au cardinal Delay, et là, d'une manière surprenante, il lui notifie le fait, mais dans des termes tranquilles et sans rien demander au Saint-Siège contre l'hebdomadaire. Eh bien, la partie de cette lettre, vous l'aurez une prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.